Bonjour à tous. J'enregistre cette vidéo numéro 45 le 27 août 2025 et Francophonie Avenir la mettra en ligne dans quelques jours. J'espère que vous avez passé un bon été. À l'occasion de cette vidéo numéro 45, je voudrais inciter mon auditoire à faire un don à Francophonie Avenir qui, en la personne de son fondateur Régis Rava, s'est engagé dans de nombreux procès pour tenter d'obtenir d'organismes publics français qu'ils respectent la loi Toubon de 1994. Les frais d'avocat et de justice ne sont pas rien. Et si vous approuvez les actions et les éditoriaux de Francophonie Avenir, nous vous serions reconnaissants d'alimenter et de faire grossir le nerf de la guerre sans lequel nous continuerons à subir la subversion linguistique que nous connaissons et que nous dénonçons. Quant à moi, je suis satisfait par l'abondante moisson de nouvelles que j'ai pu faire durant cette période de 2 mois sur le front des langues. Comme d'habitude, je vais donc présenter plus que des anecdotes qui révèlent des attitudes très significatives que je vais pouvoir ainsi commenter. La première nouvelle concerne la visite d'État d'Emmanuel Macron au Royaume-Uni du 8 au 10 juillet 2025. Lors du dîner officiel, le roi Charles a prononcé un discours dont certains passages étaient en français. Macron s'est ensuite exprimé en anglais, mais essentiellement en français. Écoutons-le. Of shared history and culture between our two peoples, which has enriched our two societies beyond measure. Cette ère fut aussi le début d'un partage linguistique, même si je ne peux qu'espérer qu'en écoutant mon français, vous ne ressentiez pas la même chose que la princesse Catherine de France pendant son apprentissage de l'anglais dans Henri V de Shakespeare. « Ô Seigneur Dieu », a-t-elle dit, « c'est assez pour une fois. » Louis-Philippe, King of the French, stayed here. Your Majesties, Your Royal Highnesses, Your Excellencies, Honorable Ministers, my Lords, Aldermen, Sheriffs, Chief Commoner, ladies and gentlemen, dear friends. Your words of welcome are an honor to my wife and myself and touch us deeply. I would now like to say how much I appreciate your welcoming us to Windsor, a sign of your great courtesy and a testament to your friendship with France. Could there be a better symbol of the longevity and solidity of your nation than this palace, built long ago by the Normans as a fortress? It was put to its original use again during the Blitz, when it protected Princess Elizabeth and her younger sister Margaret. Et si vous me l'autorisez, Votre Majesté, c'est à la reine Elisabeth II que vont mes premières pensées ce soir. Les Français ont porté à votre mère, la reine, une admiration et une affection authentique, qui fut, je le crois, réciproque. Car elle parlait notre langue, comme vous, sire, aimait notre culture, nos chevaux, et qu'aucun autre pays n'a eu le privilège de la recevoir aussi souvent que le nôtre. To you, she was your queen. To us, she was the queen. Permettez-moi d'ajouter que l'attachement de mes compatriotes s'adresse aussi à votre personne. Votre combat pour l'environnement et la biodiversité, au nord comme au sud de notre planète, votre détermination à valoriser la qualité des produits agricoles, votre résolution à défendre et renouveler les métiers et savoir-faire issus de la tradition, si utile d'ailleurs à la reconstruction de Notre-Dame que vous venez d'évoquer, et avant elle, à ce même château dans lequel nous nous trouvons, sont en France autant de motifs de plébiscite pour vos engagements. Et sachez, Votre Majesté, que quand vous êtes monté
à la tribune européenne pour défendre les fromages au lait cru, vous avez définitivement gagné tous les cœurs français. Face à ceux qui préfèrent la fadeur aseptisée à toute forme de prise de risque, à la table de leur repas comme à celle des nations, notre commune défense du camembert ou du roquefort devient le manifeste bactériologique, si je puis dire, d'une certaine idée de la civilisation. On peut remarquer que Charles III parle effectivement français, mais que son expression est lente et appliquée, et sa prononciation approximative, contrairement à sa mère qui parlait un français délié et distingué. Du côté d'Emmanuel Macron, on est presque surpris qu'il a osé parler français alors qu'il ne rate aucune occasion pour utiliser l'anglais dans des circonstances officielles. On constate, que ce soit en anglais ou en français, qu'il s'adresse avec une déférence extrême au roi d'Angleterre, bien au-delà du protocole de bienséance qu'il convient de respecter dans ce genre d'occasion. Bref, il s'est spécialisé dans la brosse à reluire, jusqu'à un point assez affligeant. En dépit de ses efforts de plaire et de flatter subtilement le roi Charles pour sa connaissance du français, la presse anglaise a tiré sur lui à boulet rouge car il osa s'exprimer dans une langue autre que l'anglais devant le roi d'Angleterre. Cachez ce français que je ne saurais voir, ou plutôt entendre. La deuxième nouvelle concerne la Pologne. Dans une vidéo précédente, j'avais déjà fait remarquer que la Pologne est une quasi-colonie états-unienne. Cela est pleinement confirmé par les pratiques des entreprises qui demandent à leurs employés de parler anglais au travail. Il ne s'agit pas ici de connaître l'anglais pour communiquer avec une quelconque entité extérieure, mais de l'imposition de l'usage de l'anglais par les directions polonaises des sociétés en question comme moyen de communication interne entre Polonais. J'ai ici inséré une traduction pour bien confirmer ce que l'on peut lire en polonais. Il s'agit bien sûr d'un exemple parmi tant d'autres. La troisième nouvelle sur le front des langues est assez comique. Donald Trump a reçu le président du Liberia à la Maison-Blanche et l'a félicité pour sa maîtrise parfaite de l'anglais. Et il lui a demandé où il l'avait appris, ce à quoi Joseph Boakai, le président libérien, a répondu qu'il l'avait appris au Liberia. Cela souligne l'inculture incroyable de Donald Trump quand on sait que le Liberia fut fondé par d'anciens esclaves affranchis après la guerre de sécession états-unienne et complètement anglicisé depuis leur déportation d'Afrique par les négriers. L'article du Figaro mentionne que ce n'est pas la première fois que Trump se distingue par ce type de bourde. Il avait déjà complimenté une journaliste indienne sur la qualité de son anglais, laissant entendre qu'il n'était pas naturel pour une personne de son origine de s'exprimer ainsi. Une attitude perçue par certains comme condescendante, voire teintée d'un mépris culturel persistant. La quatrième nouvelle nous vient encore d'Ukraine, qui est un véritable laboratoire d'expérimentation par rapport à la tentative, dans un premier temps, d'arracher ce pays au monde russe, en interdisant la langue russe, en imposant le dialecte ukrainien, et dans un second temps, d'en faire une colonie états-unienne. Ici, on voit qu'une joueuse de l'équipe d'Odessa Sisters a pris un carton jaune pour avoir parlé russe. L'arbitre de la rencontre, Anastasia Romaniuk, a expliqué que « nous ne communiquons pas en langue russe », je cite. Voilà le niveau de démence du régime politique actuel adulé par les Occidentaux. Criminaliser l'usage de la langue que parle plus de la moitié du pays et que tout le monde comprend. La cinquième nouvelle concerne le professeur Raoult, l'ancien directeur de l'Institut hospitalier universitaire de Marseille, qui s'est rendu célèbre à partir de 2020 pour ses prises de position concernant la pharmacopée nécessaire pour combattre l'épidémie de Covid-19. Didier Raoult a à son palmarès plus de 3000 publications scientifiques dans des revues spécialisées en médecine, biologie, infectiologie et pharmacologie, rédigées pour la plupart en anglais.
Durant sa longue carrière professionnelle, il s'est rendu à des centaines de congrès scientifiques se déroulant en anglais un peu partout sur la planète. Tout le monde dans son entourage le considère comme bilingue anglais-français. Il a récemment été invité aux États-Unis par la plateforme d'information The High Wire pour un entretien de 2 heures avec une grosse pointure du monde de la communication, Del Matthew Bigtree, dans le cadre d'une émission intitulée Didier Raoult, non censuré, Uncensored. Didier Raoult semble particulièrement à l'aise durant l'entretien et s'exprime avec facilité. Cependant, ses réponses sont sous-titrées. On pourrait croire a priori qu'il a été sous-titré pour les sourds et les malentendants, mais celui qui l'interroge, un États-Unien pur laine, ne l'est pas. En fait, le sous-titrage est destiné au public américain ordinaire, car même si Raoult s'exprime à peu près correctement, son accent et ses intonations ne sont bien évidemment pas américains et constituent un obstacle à la compréhension chez les unilingues et états-uniens nullement accoutumés à écouter un étranger. Bigtree, se rendant compte de cela, répète souvent en les reformulant les réponses de Raoult, de façon à ce que l'auditoire le comprenne bien. Voilà à nouveau l'illusion du bilinguisme et de l'anglais courant qui s'envole par la fenêtre. Force est de constater que si Raoult est compris par les scientifiques de sa spécialité dans les congrès internationaux, il n'arrive pas à se faire comprendre par le citoyen lambda unilingue qui a l'anglais pour langue maternelle. Fort heureusement, on ne constate pas chez Bigtree ce léger sourire condescendant typique des anglophones unilingues qui souligne ainsi leur sentiment de supériorité, voire leur mépris vis-à-vis de la plupart des dirigeants européens qui ont pour principale ambition de les singer et d'être tout sauf eux-mêmes. La 6e nouvelle est un article du Club des juristes qui nous apprend que la SNCF, la Société nationale des chemins de fer français, va abolir l'usage des mots « madame » et « monsieur » comme étant associés à l'identité des clients sur leurs titres de transport qui leur sont délivrés à titre nominatif. On savait déjà que le mot « mademoiselle » est désormais banni du vocabulaire officiel français comme terme discriminant et sexiste. Désormais, madame et monsieur ont été mis dans la même charrette des vieilleries à mettre à la poubelle puisque le genre n'est plus associé au sexe et que les gens peuvent, en théorie, en changer à leur guise. On est bien sûr chez les fous, tout au moins chez ceux qui tentent de nous imposer ces aberrations. Certains pourraient dire que cette altération du langage est typique des régimes totalitaires, mais en ce qui me concerne, elle caractérise plutôt une aliénation mentale en progression constante et un refus de la réalité que l'on constate de plus en plus chez les prétendus dirigeants du monde occidental. La 7e nouvelle est que le 12 août dernier, Emmanuel Macron a reçu le prix Atlantic Global Citizen 2025 de l'Atlantic Council. L'Atlantic Council est en principe un groupe de réflexion basé à Washington, mais en fait piloté par l'État profond états-unien, dont Emmanuel Macron est l'un des plus fidèles serviteurs. Officiellement, le prix célèbre des individus qui se sont distingués par leur contribution exceptionnelle au renforcement des relations transatlantiques et à la résolution de défis mondiaux. En fait, il récompense leurs meilleurs valets, les plus obéissants, les plus dociles, en saluant, je cite, le leadership visionnaire pour une Europe plus forte et unie d'Emmanuel Macron. Ce conseil dévoile le vrai visage de ce dernier, celui d'un traître à la France qui ne jure que par la guerre pour s'enrichir et enrichir ses maîtres, et qui a dépouillé à leur profit la France de ses meilleurs fleurons industriels. On comprend pourquoi Macron est l'un des meilleurs agents du déclassement français dans tous les domaines, y compris celui de la langue française. Ce qui nous amène à la 8e nouvelle qui concerne l'action linguistique et culturelle française à l'étranger, qui est divisée
entre les 144 instituts et centres culturels français qui dépendent du ministère des Affaires étrangères et les 829 alliances françaises présentes dans 135 pays, répartis sur les 5 continents, ainsi que la francophonie institutionnelle. Cette organisation tricéphale entraîne des doublons et des gaspillages, malgré des budgets globalement conséquents, à savoir plus d'un milliard d'euros pour le rayonnement culturel de la France à l'étranger. Pourtant, lorsque les rapports font état de résultats insuffisants, on ne dénonce jamais la cause principale de la perte d'efficacité du dispositif culturel et linguistique français, à savoir l'anglomanie persistante de la France en progression constante. L'anglomanie des prétendues élites jusqu'au plus haut niveau de l'État, l'anglomanie galopante des médias français, l'anglomanie des universités qui dégouline tellement dans l'esprit des imbéciles qui s'imaginent encore que l'anglais sera indispensable à leurs enfants dans un monde qui sera désormais dominé par des puissances nullement anglophones. Cette anglomanie est le symptôme le plus évident d'une vassalisation totale aux États-Unis d'Amérique et de ce qu'elle implique d'un point de vue culturel, géopolitique et économique. La France est loin d'être unique. Le 18 août, les foudres de guerre de l'Union européenne se sont rendues à la Maison-Blanche, accompagnant Volodymyr Zelensky, attendant dans le couloir comme des écoliers devant le bureau du principal pour montrer leur vassalisation totale. Dans sa mansuétude, Donald Trump a eu un mot pour chacun, 3 minutes, pas plus. « Ah, Emmanuel !» Tout le monde le connaît, je le connais depuis longtemps, et fait rare, je l'apprécie de plus en plus. Quelle ironie dans le ton pour celui qui, sur chaque photo, s'arrange en bon élève pour se placer à côté du maître. Que de miel en apparence, mais une humiliation totale, dévastatrice pour tous les participants à cette pièce de théâtre. Comment pourrait-on désirer s'associer à de tels nains politiques ? Le dispositif culturel et linguistique de la France ignore également un autre facteur, celui de la dégradation accélérée de notre langue, qui est évidente pour ceux qui sont bien renseignés, pour ceux qui lisent la presse à grand tirage et qui fréquentent les réseaux sociaux. On vient de me communiquer une copie d'un article de journal qui illustre bien ce phénomène, mais l'article en question n'est qu'une goutte d'eau dans un océan de crétineries semblables, comme en attestent les médias de grande diffusion. Cela nous amène naturellement à la 9e nouvelle, la parution du livre d'Isabelle Lemarie intitulé « Le français d'aujourd'hui, décadence d'une langue ». Dans un entretien télévisé sur TV Liberté, elle va néanmoins beaucoup plus loin et affirme que la décadence d'une langue préfigure celle de la civilisation qu'elle sous-tend. Le problème, c'est que la relation de cause à effet n'est pas clairement explicitée. Lors de l'entretien, elle ne déclare pas que toutes les fautes qu'elle repère, qu'il s'agisse d'anglicisme ou d'autres types de fautes, aboutissent in fine à une perte d'expressivité et donc à une perte de richesse du contenu. Les réalisations matérielles de la société finissent par être dans le sillage de cette perte d'expressivité et s'en trouvent par conséquent dégradées, d'où son affirmation que cela entraîne nécessairement et inéluctablement un déclin de civilisation. Comment s'étonner, après toutes ces constatations, que la communauté internationale boude la culture et la langue française comme elle boude tout autant les cultures et langues italiennes, allemandes ou néerlandaises, qui subissent toutes la même maladie. Boom du jour, nous parlons d'un phénomène de déconstruction, la déconstruction de la langue française. Notre langue est en pleine décadence, anglicisme, néologisme absurde, expressions galvaudées. Notre vocabulaire fortement appauvri est un festival d'ineptie, et cette perversion de la langue va de pair avec le déclin de la civilisation. Pour décrypter ce phénomène, nous recevons Isabelle Lemarie. Madame, bonjour. Alors Isabelle Lemarie, vous êtes écrivain et pianiste de jazz. Vous avez écrit de nombreux livres sur la musique, sur le jazz en particulier. Vous avez enseigné dans plusieurs universités américaines et suisses. Vous y enseignez notamment l'histoire du jazz, mais aussi la littérature française. Surtout ce point qui va nous aborder.
Donc, vous nous présentez le français d'aujourd'hui, décadence d'une langue, publié aux éditions de Paris, Max Chaleil. Vous y décryptez la décadence de la langue française, tous les barbarismes, néologismes tels que challenge, en charge de, en capacité de, spoiler et autres impactés, sourcés, listés. La liste est longue, c'est le cas de le dire. Cet ouvrage est très utile pour comprendre en quoi la décadence de la langue et l'effet visible d'un déclin de notre civilisation. Oui, toutes les civilisations sont mortelles, comme disait Paul Valéry. Il y a une courbe ascendante et il y a une courbe descendante. Comme il y a eu la Haute-Égypte, qui a ensuite a décliné, comme il y a eu le latin, qui s'est transformé en latin de cuisine et puis en français. Et là, j'ai l'impression qu'on est sur la pente descendante du français. Je vous dis, dans toutes les civilisations, il y a une montée de la civilisation et puis un déclin. Et je pense que là, on est sur le déclin. C'est dû au fait que les gens lisent de moins en moins, je vous dis. Et puis, il y a un phénomène naturel, comme il y a une croissance et il y a un déclin de tous les êtres vivants. Et là, on est sur la pente, à mon avis, déclinante. En ce qui concerne la langue, en tout cas. Mais oui, mais comment expliquer que ce changement n'est pas une simple évolution, que c'est vraiment un déclin? Qu'est-ce qui permet de voir la perte de vocabulaire? Oui, la perte de vocabulaire, la perte de culture générale, je vous dis, l'emploi de barbarisme, la perte de l'orthographe, la perte de la grammaire, notamment. Oui, on sait de moins en moins le français. Oui. Les fautes de syntaxe sont de plus en plus fréquentes dans nos phrases. Je le constate aussi dans d'autres langues. Je vois en espagnol, je parle espagnol couramment, le mot monstre, qui est comme en français, c'est monstruo. Les gens disent monstro maintenant. Monstro, vous voyez. Les gens connaissent plus les racines des mots, si vous voulez. Le problème, c'est que ces problèmes s'observent même au sommet de l'État. On a quand même eu un président de la République qui, lors d'un débat de second tour, a quand même dit à son adversaire « c'est pas de chance ». Oui, il n'a pas dit « vous n'avez pas de chance », il a dit « c'est pas de chance ». Une fois, la moutarde m'est montée au nez, parce que quand il était candidat, il n'était pas encore président de la République. Je me souviens, il avait fait des fautes de français épouvantables. Et pourtant, il est marié à un professeur de français. Ah, on parle peut-être pas du même président. Non, je parle de notre acteur, le président de la République française. Comme je l'ai maintes fois répété et prouvé à partir d'une base de données vérifiable, cette dégradation linguistique n'est pas arrivée par hasard, mais a été organisée de manière délibérée. La langue, plus particulièrement la langue maternelle et la langue dans laquelle on s'est élevé, est en effet un des piliers principaux de l'identité. Certains affirment que c'est la société française qui est attaquée dans son ensemble, avec la complicité des autorités et des organismes d'information. Il ne s'agit pas de délire ou de divagation complotiste, mais d'un faisceau de circonstances qui amène à cette conclusion. Pourquoi ? Parce qu'il faut renforcer le statut de l'Europe comme colonie de l'Empire états-unien par une mise en coupe réglée qui a déjà commencé. Il y a 20 ans, il aurait été impossible de l'affirmer sans être noyé sous une avalanche de critiques et de colibés moqueurs. Aujourd'hui, les événements politiques récents nous le confirment de manière éclatante. Les buts ? Dépouiller l'Europe de son savoir-faire et de ses industries, la plonger dans des déficits permanents, l'obligeant à payer aux banques étrangères privées des intérêts de plus en plus énormes, financer directement le complexe militaro-industriel des États-Unis, isoler l'Europe de ses partenaires commerciaux les plus prometteurs, annihiler toute opposition naissante, transformer globalement l'Europe en colonie servile et résignée, taillable et corvéable à merci, effacer ses cultures nationales et tout facteur pouvant engendrer un semblant de cohésion pour une éventuelle renaissance. En cherchant sur Internet, je suis tombé sur une vidéo intéressante qui donne la liste des éléments ou des conditions susceptibles d'entraîner un effondrement. 10 points sont mentionnés et je voudrais vous faire écouter ce que le présentateur a à dire sur le deuxième point qu'il présente comme étant la guerre contre notre âme par le grand effacement identitaire dont la langue, que l'intervenant mentionne mais qu'il ne développe malheureusement pas. Cependant, il présente ici quelques vérités que je veux partager avec vous. Le deuxième point que je voulais amener, c'est celui de la guerre contre notre âme, le grand effacement identitaire. Comment ont-ils réussi ce hold-up existentiel ? En s'attaquant à la seule chose qui ancre un homme
et un peuple dans le temps, son identité. Et l'identité n'est pas un concept à la mode. Ce n'est pas un choix dans un catalogue de ressentis qu'on va mettre dans un petit sondage de magazine féminin. L'identité, c'est notre colonne vertébrale spirituelle. C'est la somme de nos morts. C'est la mémoire de nos terres, le son de notre langue, la substance de nos légendes. La transcendance collective qui nous fait dire nous plutôt que je étroitement. Le nous plutôt que le quant à soi. C'est le socle sans lequel la confiance en l'avenir est une impossibilité physique et métaphysique. Sans racines, l'arbre ne peut espérer voir le printemps prochain. Et ce socle, il le pilonne comme des porcs, jour après jour, sans relâche, avec la fureur d'une armée d'invasion. Chaque pilier de notre être collectif est ciblé, sapé, dynamité. Notre histoire, ça devient un catalogue de crimes à expier. Nos héros, des salauds qu'il faut déboulonner. Notre héritage, une honte à dissoudre dans le grand bain acide et informe et tiédasse du vivre ensemble mondialisé. Ils nous rééduquent, ils nous déconstruisent, ils nous purgent de nous-mêmes, littéralement. Ils veulent faire de nous des pages blanches, des disques durs formatés, voire préformatés, des consommateurs interchangeables, sans passé, sans fierté, sans loyauté autre que celle due à la marque et au marché, et éventuellement à une petite idéologie complètement débilitante prise sur étagère. Une idéologie évidemment narcissique, centrée sur un espèce de nombrilisme dégradant. Cette guerre n'est pas menée avec des tanks, mais avec des chaires d'université, avec des plateaux de télévision, avec des manuels scolaires détournés et des productions Netflix, ne l'oubliez pas. Le venin de la repentance, c'est quoi? C'est l'arme chimique la plus efficace jamais inventée. Franchement, énorme changement de paradigme à l'échelle de toutes les civilisations et de l'histoire de tous les temps. On n'a jamais été aussi efficace. Cette arme chimique ne tue pas les corps, elle dissout les âmes. Elle nous fait douter de ce que nous sommes, elle nous fait haïr ce que nous fûmes et elle nous fait craindre ce que nous pourrions être. Ils nous ont convaincus que notre seule rédemption résidait dans notre propre effacement, que la seule manière d'être un bon Français, un bon Européen, était tout simplement de cesser d'en être un. C'est une privation, c'est une dépossession, c'est le viol le plus intime et le plus total, le plus intégral. Car quand on vous a tout pris, votre maison, votre travail, votre argent, il vous reste encore ce que vous êtes. Mais quand on vous vole ce que vous êtes, il ne reste plus rien d'autre. Croyez-moi, juste une coquille vide. Un être de paille prêt à être emporté par tous les vents mauvais. Et c'est exactement ce qu'ils veulent. Des zombies dociles, domestiqués, coupables. Au passage, et reconnaissants qu'on les ait absous, terrifiés à l'idée qu'on les accuse du pire des crimes modernes, celui d'avoir encore une identité. Je vais ici dévier quelque peu de ma ligne éditoriale qui se concentre sur la langue pour donner la parole au docteur en droit Valérie Bugeaud qui nous explique comment les États-Unis vont en partie résoudre le problème de leur dette abyssale en pillant leur colonie principale, c'est-à-dire l'Europe. Je rappelle qu'elle a été avocat fiscaliste et analyste de géopolitique, juridique et économique. Il ne s'agit donc pas de propos que l'on pourrait entendre au Café du Commerce. Écoutons-la. Le dernier clou au cercueil, si je puis dire, ça sera effectivement la ponction sur nos économies, enfin sur les biens, les actifs tangibles dont disposent toutes les colonies américaines, en priorité tous les pays d'Europe et d'Union européenne, puisque vous comprenez que tous ces grands financiers et ces grands conglomérats internationaux sont en train progressivement non seulement de perdre leur stratégie en tant que dollar international, puisque le monde se dédollarise, comme JP Morgan vient de nous l'expliquer en disant que effectivement les transactions de produits pétroliers étaient de moins en moins faites en dollars. Mais le fait que les dollars, pour rendre le service d'une monnaie mondiale, doivent être émis en quantité de plus en plus importante, signifie une dépréciation réelle de cette monnaie. Et donc, il y a une volonté désespérée des pouvoirs américains de continuer à adosser cette monnaie à
des biens tangibles, et donc ils se servent sur les économies, sur les biens tangibles de leur colonie. Oui, c'est là que je voulais en venir. Comme ils perdent leur colonie africaine et d'Amérique latine, ils vont se servir en ponctionnant évidemment sur les colonies européennes. Donc nous sommes mis entièrement au service de ce qui va rester du dollar, qui va se transformer en monnaie nationale, mais qui devra être adossé à des biens tangibles. Et les biens tangibles n'existant plus chez eux, ils vont venir les chercher chez nous. Donc nous sommes dans un cercle vicieux totalement surréaliste, qui est le prix de la soumission, si je puis dire. Avant de passer à un autre sujet, je voudrais revenir ici sur la relation entre langue et identité. Comme je l'ai dit auparavant, la langue maternelle, qui est aussi le plus souvent la langue dans laquelle on s'élève et grâce à laquelle on découvre le monde, constitue un puissant facteur identitaire. Il n'en est bien sûr pas de même pour les autres langues dont nous pouvons faire l'acquisition par la suite. L'occidental, qui a passé 7 ans à apprendre le japonais et qui le parle et l'écrit à peu près correctement, connaîtra forcément la culture japonaise et comprendra les réactions japonaises à un événement quelconque. Toutefois, il ne se sentira pas encore nécessairement solidaire du Japon et des Japonais. Le phénomène que l'on appelle assimilation ferme en général ce fossé. L'immigrant devient ainsi partie prenante dans la nouvelle société qu'il a intégrée. Je vais décrire ici un exemple emprunté du livre d'Aldosterone intitulé « Les grandes trahisons ». Le 29 juillet 2024, un jeune homme de 17 ans, Axel Rudakubana, originaire du Rwanda, parcourt les rues de Southport en Angleterre, armé d'un couteau de cuisine. Sur Hart Street, il y a une salle où les mamans ont l'habitude de se rendre avec leurs bébés ou leurs enfants en bas âge pour des activités éducatives et ludiques. Notons au passage que ces gens qui traînent dans le coin en plein mois de juillet n'appartiennent pas à la classe moyenne et qu'ils seraient, si c'était le cas, en villégiature en Espagne, en Grèce ou en Turquie. Axel Rudakubana surgit au milieu des enfants et commence à les poignarder avec sauvagerie. Avant qu'il ne soit maîtrisé, il tue 3 filles après avoir touché 8 enfants et 2 adultes. Dans la foulée de cette tuerie, de grosses émeutes éclatent. La classe anglaise de souche, blanche et ouvrière, s'est levée, furieuse, désespérée. Mais les autres communautés d'immigrés ont attendu que l'orage passe sans intervenir. Ce n'est pas qu'elles ne ressentent pas l'injustice, mais elles ne se sentent pas concernées. C'est l'esprit communautaire. Le monde s'arrête à mes semblables. Les communautés ne se sentent concernées que par les leurs. La photo qui s'affiche maintenant à l'écran a été prise au parc La Fontaine à Montréal. Il est évident que la tenue vestimentaire des femmes voilées est un signal très fort de communautarisme. L'image suivante nous montre un article concernant Hadi Hassan, le chef d'antenne de TVA Nouvelles, une plateforme d'information québécoise qui propose des actualités en temps réel. De par le poste qu'il occupe, l'homme en question ne peut qu'être totalement intégré à la société québécoise, mais subit malgré tout les discriminations en partie causées par l'exemple qui précède. Je ne vais pas m'aventurer à tenter d'expliquer ces deux phénomènes contradictoires, mais il est évident que le désir d'intégration et d'assimilation dépend du degré de respect que l'on a du pays d'accueil et des réajustements de perception qu'on ne manque pas de faire lorsqu'on commence à y résider. La langue française, fruit d'une histoire millénaire, est bien plus qu'un outil de communication. Elle est un héritage, un patrimoine, un trésor, un acte de civilisation. Elle est le fil conducteur de notre histoire, le miroir de notre culture et le pont vivant entre les peuples qui partagent notre mémoire, nos valeurs et notre vision du monde. Pourtant, ce trésor est aujourd'hui en péril. Son influence décline, sa présence s'efface et son avenir est menacé par l'indifférence, l'oubli et parfois même la honte. Ces propos ne sont pas de moi, mais du prince Charles-Philippe d'Orléans, un membre de la maison d'Orléans, le Gotha de l'aristocratie française, qui demeure encore malgré la Révolution de 1789. Mais voyons ce qu'il a à dire. Ce que révèle, entre les lignes, le rapport au Parlement sur la langue française remis en mars 2025 par la Délégation générale à la langue française et aux langues de France, c'est une forme de résignation officielle. On y constate les reculs, mais on les accompagne avec des mots prudents.
Or, c'est d'un sursaut dont nous avons besoin. Ce rapport illustre que la République ne défend plus activement sa langue, elle la laisse vivre. Ou mourir. L'anglicisation croissante des institutions, des entreprises et de l'enseignement supérieur est le symptôme le plus visible de ce déclin. Dans les instances européennes, la proportion de textes rédigés en français est passée de 40% à moins de 5% en 2 décennies. Dans nos universités, il n'est plus rare que les masters s'intitulent en anglais, que les cours se donnent en anglais, et que l'on exige des étudiants français qu'ils rédigent leur mémoire dans une langue qui n'est pas la leur. Ce phénomène n'est pas un progrès, c'est une abdication. On invoque l'international, on invoque la modernité, mais au fond, c'est le symptôme d'un effacement. Le monde du travail lui aussi s'aligne. Il ne suffit plus de parler un français impeccable, il faut aujourd'hui pitcher, manager, networker. Ces glissements ne sont pas anecdotiques. Ils nous habituent à penser que le français serait incapable d'exprimer la complexité du monde contemporain, comme si notre langue, celle de Pascal, de Montesquieu, de Hugo, de Senghor ou d'Albert Camus, était devenue obsolète. La science, la technologie, la recherche, tous ces champs d'excellence cèdent à l'uniformisation anglophone. Un chercheur qui publie en français, aujourd'hui, limite sa carrière. Un étudiant qui ose s'exprimer dans sa langue à l'oral est perçu comme provincial. Et dans ce contexte, comment s'étonner que le niveau général de maîtrise du français recule chez les jeunes générations? À force de le reléguer, nous le perdons. À force de croire qu'il se défendra seul, nous le laissons s'effacer. Ce que nous vivons n'est pas un simple phénomène d'évolution linguistique. C'est un effacement organisé, encouragé par une forme d'impérialisme linguistique globalisé. On présente l'anglais comme une langue neutre, universelle, naturelle. Mais elle est d'abord la langue d'un empire économique et culturel qui ne dit pas son nom. Accepter sa domination sans condition, c'est consentir à la disparition progressive de notre propre imaginaire, de nos subtilités, de nos nuances, de notre manière de dire le monde. Je pose donc la question ici. Que penser d'un pays qui ne respecte pas son patrimoine principal, qui est sa langue, indispensable pour toute création véritable? Nous en revenons bien sûr au possible repli communautaire que nous avons vu précédemment. Ceci explique cela. Je reviens maintenant sur un des aspects de la langue les plus controversés. On m'a posé la question suivante. Pourquoi attachez-vous autant d'importance à la langue? Après tout, si vous étiez né en Italie de parents italiens, vous parleriez l'italien et vous penseriez en italien, et si vous étiez né en Irak, vous parleriez arabe et penseriez en arabe. Quelle différence cela fait-il? Aucune. Seul compte ce que vous dites avec la langue que vous parlez, car les langues sont équivalentes et interchangeables. Cette opinion est assez répandue et elle est fausse. C'est-à-dire qu'elle est une croyance qui est contraire à la réalité. Tout d'abord, les langues ne sont pas équivalentes. Sur les 6 ou 7 000 langues parlées sur la planète, on en dénombre seulement entre 70 et 80 qui ont une littérature et un vocabulaire qui leur permettent d'aborder et de décrire tous les domaines de l'activité humaine, y compris les sciences et les techniques. Les autres non. D'autre part, on ne pense pas dans une langue comme on peut penser dans une autre. La langue influence la pensée et réciproquement. La langue a une influence sur la créativité et sur les émotions qu'elle peut engendrer. Je suis tombé récemment sur la vidéo d'une conférence donnée par Lera Boroditsky que l'on peut retrouver facilement sur Internet. Elle explique ce facteur d'une manière très simple à travers quelques exemples particulièrement pertinents. Il y a par exemple d'énormes différences au niveau de la perception du temps. J'ai ici des photos de mon grand-père à des âges différents. Si je demande à un anglophone d'organiser le temps, il placerait cela ainsi, de gauche à droite. Cela a à voir avec le sens de l'écriture. Si vous parliez hébreu ou arabe, vous le feriez dans le sens opposé, de droite à gauche. Les langues diffèrent aussi dans la division du spectre chromatique, le monde visuel. Certaines ont beaucoup de mots pour les couleurs, d'autres en ont 2, clair et foncé. Les langues diffèrent au niveau des frontières entre les couleurs. Par exemple, en anglais, il y a un mot pour le bleu qui recouvre toutes les couleurs visibles à l'écran. Mais en russe, il n'y a pas qu'un mot. Les russophones doivent différencier entre un bleu clair, golubois, et un bleu foncé, sini.
Toute leur vie, dans leur langue, les Russes distinguent ces deux couleurs. Quand nous testons la capacité des gens à distinguer ces couleurs, les russophones sont plus rapides à passer cette frontière linguistique. Ils arrivent plus rapidement à distinguer entre un bleu clair et un bleu foncé. En observant le cerveau des gens quand ils regardent des couleurs. Des couleurs passant lentement du bleu clair au foncé, le cerveau des gens utilisant des mots différents pour le bleu clair et foncé aura une réaction de surprise quand les couleurs passent du clair au foncé. Oh, quelque chose a changé catégoriquement. Alors que le cerveau des anglophones qui ne fait pas cette distinction catégorique n'est pas surpris car rien n'a changé de façon catégorique. Beaucoup de langues ont un genre grammatical. Chaque nom se voit attribuer un genre, souvent masculin ou féminin. Ces genres diffèrent selon les langues. Par exemple, le soleil est féminin en allemand, mais masculin en espagnol, et c'est l'inverse pour la lune. Cela influerait-il sur la manière dont les gens pensent? Les germanophones pensent-ils au soleil comme étant plus féminin et à la lune comme étant plus masculine? Il s'avère que c'est le cas. Si vous demandez à des germanophones et hispanophones de décrire un pont sachant que pont est grammaticalement féminin en allemand et masculin en espagnol, les germanophones sont plus enclins à utiliser beau, élégant, des stéréotypes féminins. Les hispanophones sont plus enclins à dire qu'il est solide et long. Les langues diffèrent aussi au niveau de la description des événements. Prenez un événement comme celui-ci, un accident. En anglais, vous pouvez dire « il a cassé le vase ». Dans une langue comme l'espagnol, vous diriez plus probablement « le vase est cassé » ou « le vase s'est cassé ». Si c'est un accident, vous ne diriez pas que quelqu'un l'a cassé. En anglais, étrangement, nous pouvons dire des choses comme « j'ai cassé mon bras ». Dans beaucoup de langues, vous n'utiliseriez pas cette locution, à moins d'être fou. Et de vouloir vous casser le bras et d'avoir réussi. Si c'était un accident, vous utiliseriez une autre construction. Cela a des conséquences. Les gens qui parlent plusieurs langues prêteront attention à différentes choses selon les exigences habituelles de leur langue. En montrant le même accident à des anglophones et des hispanophones, les anglophones se souviendront de qui a causé l'accident car l'anglais exige qu'on dise « il l'a fait, il a cassé le vase », alors que les hispanophones se souviendront moins de qui l'a fait si c'était un accident, mais se souviendront plus du fait que c'était un accident. Ils sont plus enclins à se souvenir de l'intention. Deux personnes peuvent regarder le même événement, ou sont témoins du même crime, mais se souviennent de choses très différentes à son sujet. Cela a, bien sûr, des implications pour les témoignages oculaires, mais aussi au niveau de la culpabilité et des punitions. Si nous sommes parmi des anglophones, je viens de vous montrer quelqu'un brisant un vase, et je dis « il a brisé le vase » plutôt que « le vase s'est cassé ». Même si vous en êtes témoin, vous pouvez regarder la vidéo, voir le crime commis envers le vase, vous punirez plus quelqu'un, vous en voudrez plus à quelqu'un si j'ai dit « il l'a cassé » plutôt que « il s'est cassé ». Il faut dire ici que les différences de perception que la langue induit sont autant de germes potentiels de la diversité de pensée et par conséquent de la créativité des peuples. C'est donc une diversité qu'il faut préserver et cultiver, à l'instar de la biodiversité à préserver, une proposition qui réunit un consensus universel. Si vous n'êtes toujours pas convaincu, vous pourrez visionner dans 2 autres vidéos, en allemand cette fois-ci. L'une a été faite par Manuel Haas, intitulée « Wie Sprache unsere Wahrnehmung beeinflusst ». Comment la langue influence notre perception, et l'autre de Matthias Sender, « Die Sprache beeinflusst das Denken ». Le langage influence la pensée. Le pédigré de ces intervenants peut facilement être consulté sur Internet. Et cela me permet de conclure sur le livre de Brighelli, intitulé « La fabrique du crétin », dont j'avais parlé dans des vidéos précédentes. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'enseignement d'un français dégradé a nécessairement précédé la dégradation générale de l'enseignement général. Si d'un côté, l'industrie réclame quelques techniciens ou cadres supérieurs très efficaces et hautement compétents pour la conception des produits et la mise en place de leur chaîne de fabrication, elle a besoin de l'autre d'une masse de travailleurs de plus en plus polyvalents. Comprenons qu'une formation initiale sérieuse leur est de moins en moins nécessaire. Elle est de moins en moins nécessaire car l'informatique et les automates viennent maintenant soulager l'effort mental en se chargeant de toutes les tâches répétitives ou demandant une attention prolongée, des vérifications et des calculs répétitifs, des transcriptions, des classements et des recherches documentaires,
Mais là n'est pas le véritable problème. Le véritable problème est que les tâches demandant encore une intervention humaine lourde ont été délocalisées, puisque la gestion se fait désormais d'après des critères exclusivement financiers et au bénéfice des actionnaires. La société étant désormais subordonnée à l'économie et non l'inverse, avec l'acquiescement d'un pouvoir qui a clairement trahi ses électeurs. Dans ce contexte, les connaissances demandées se bornent souvent à savoir se servir d'un traitement de texte ou d'Internet, à prononcer quelques phrases standardisées dans 2 ou 3 langues européennes et savoir obligatoirement les annoncer dans la langue des maîtres présumés du moment, c'est-à-dire en anglais. On forme donc quelques élites avec des compétences multiples et on cantonne tous les autres dans un désert culturel et munis d'un outil linguistique dégradé. Ces travailleurs en formation permanente tout au long de leur vie et infériorisés depuis leur premier emploi n'auront de garantie ni d'emploi ni de salaire puisque leurs compétences seront sans cesse révisées et qu'ils repartiront à chaque fois au plus bas de leur nouvelle spécialisation. Qu'en est-il dans ce contexte de la culture que les collèges et lycées enseignaient jadis ? Elle disparaît sous des savoirs parcellaires ou sous prétexte de former les élèves aux besoins de l'industrie, on leur refuse ce qui leur permettait de progresser dans l'échelle sociale, sauf, bien entendu, pour les héritiers qui, cantonnés dans quelques lycées d'élite, reprendront le flambeau de leurs parents. Le système européen rêvé par les technocrates de Bruxelles, c'est la fin de l'échelle sociale. On définit des compétences de base qui mettront l'élève moyen juste au-dessus du niveau d'un berger allemand et on fabrique une main-d'œuvre sans cesse ballottée entre les contrats à durée déterminée et périodes de chômage, offrant ainsi aux entreprises un vivier inépuisable et complaisant. Être maître de la langue, c'est disposer d'une arme formidable pour être maître des esprits. La conception purement utilitaire du rôle de la langue facilite cette approche et cela explique pourquoi peu importe aux manipulateurs de dénaturer celle-ci, du moment que la tâche de la police de la pensée en est facilitée, et à condition bien sûr de préserver pour leur usage exclusif une langue des chefs qui garde toute sa richesse et sa subtilité, quoi qu'on puisse légitimement se demander si les élites sont toujours des élites. Vous trouvez sur l'image qui s'affiche à l'écran les références d'un livre qui apportera aux gens intéressés à creuser le sujet un complément d'informations précieuses. La déstructuration de la langue, la distorsion du vocabulaire, l'introduction incontrôlée de termes étrangers, mal compris et ou souvent pris à contresens, provoquent chez les locuteurs le doute et la réduction du sens critique. L'infériorisation qui résulte de l'obligation dans le monde du travail d'avoir très souvent recours à une langue étrangère mal maîtrisée, mais censée être la seule langue de communication internationale et donc d'essence supérieure, détruit la capacité revendicative des individus. Dans La fabrique du crétin, Brigelli écrivait « Dans les années 70, avec le libéralisme moderne naissant, fut inventée la mondialisation ». Une nouvelle économie se mettait en place qui devait, en France, composer avec 2 ou 3 millions de chômeurs, une bonne dizaine de millions d'emplois précaires et incertains, mais dont le nombre serait fixé structurellement et quelques centaines de millions d'affamés qui frappaient à la porte et qui allaient permettre cette merveille du capitalisme renaissant, les délocalisations. Que dans un tel contexte qui perdure et s'aggrave, aucun mouvement social n'a trouvé les ressources populaires pour s'imposer. Voilà qui est étonnant et qui demande explication. Cette perte du sens critique, cette incapacité de revendication va cependant beaucoup plus loin. Le système s'applique à prouver sa capacité à avaler sans délai n'importe quelle nouveauté, si inepte et farfelue soit-elle. Plus une bouse est épaisse, écrit-il, et plus il convient de la poser avec un sourire gourmand dans son assiette à dessert et de la bâfrer avec un sourire réjoui et des claquements de langue appréciateurs à l'unique condition que ce soit devant les caméras.
Le nouveau totalitarisme est dans la pensée des dites politiquement correctes. Il importe qu'il y ait, au fronton de tous les goulags modernes, guirlandes, paillettes et autres pacotilles. Les années 90 coïncident avec le début de la phase ultime de liquéfaction culturelle et sociale. Tous les styles, toutes les modes coexistent dans un magma entièrement déstructuré. Plus rien n'est ni bien, ni mal, ni important, ni accessoire, mais tout est cool et soft. Il s'agit de créer un terrain, pour reprendre un vilain mot qu'affectionnent les sociologues anarchistes de salon, favorable à l'épanouissement des confusions sémantiques et psychologiques. L'important n'est plus ce qu'on dit, mais l'effet que l'on produit. L'image l'emporte sur la vérité. Les manipulateurs, de gauche comme de droite, ont pu construire toute une mécanique de la désinformation. Il s'agit simplement d'orienter le choix et la présentation des faits qui sont livrés en pâture à des foules sous le flot du bavardage médiatique pour achever les derniers restes de leur sens critique et les transformer en cette cire vierge dans laquelle on pourra ensuite graver tout à loisir. Tout y passe. Travestissement de la vérité, grossissement de faits mineurs présentés comme hautement révélateurs d'un état d'esprit, omission calculée, mensonge éhonté, etc., etc. Parallèlement, Brigelli trouve significatif que l'on élimine tout ce qui est soit esthétique, soit historique. Il s'agit de couper le peuple de sa mémoire d'un côté et de sa capacité de jugement de l'autre. Un peuple sans histoire est probablement un peuple heureux, et même imbécile heureux. Un peuple sans goût, sans initiation aux beaux-arts, à la musique, à la littérature, est un peuple prêt à croire que la télévision offre des produits de qualité entre deux publicités, et un peuple sans philosophie absorbera tous les prêts à penser que le marché essaiera de lui faire avaler. Répudiez Socrate et Spinoza, il vous restera toujours Cyril Hanouna. Non seulement l'histoire en tant que telle est désormais le parent pauvre du système, mais elle est éliminée de toutes les matières où elle subsistait. L'enseignement des langues, à force de privilégier l'étude de la presse contemporaine, s'efforce de gommer l'existence d'une littérature antérieure. L'espagnol s'étudie sans Cervantes, l'anglais sans Shakespeare. Désormais, on communique, c'est-à-dire que l'on annonce puisque apprendre une langue sans étudier la civilisation qui la parle, c'est se couper de tout ce qui a fait sa richesse, sa substance même. C'est le langage moins la fonction référentielle. Voilà, une fois de plus, j'ai insisté sur le lien entre langue et ce qu'elle permet de réaliser. Et malgré la diversité des points de vue, la démonstration est faite et maintes fois confirmée. Si vous avez apprécié cette vidéo, rediffusez-la sans modération. Signalez-la aux organisations souverainistes. Abonnez-vous à la chaîne. Apposez un pouce levé à la vidéo. Partagez-la sur les réseaux sociaux et pensez à faire un don à Francophonie Avenir, dont le but est de redonner à la francophonie internationale la place qu'elle doit reconquérir. Bonne fin de journée à tous.